Alors, je suis désolé, je vais un peu prendre l'audience, ce sera la première conférence un peu théorique de la journée, mais après vous aurez l'honneur d'observer et de regarder le film La Fosse qui viendra parler. Mais avant ça, il faudra peut-être me suivre. Alors, ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est plutôt une réflexion philosophique sur la base du cinéma d'Ardenne, plus précisément de 2 œuvres, vous verrez lesquelles un peu plus tard. Avant de commencer, j'aimerais débuter cette conférence par une citation de Luc Dardenne dans son livre de 2 images, où il écrit « Qu'as-tu fait de ton frère ?» À cette question, Caïn n'a pu répondre tout de suite. Il y a dû y avoir un silence après cette question. Tous nos films se déroulent dans ce silence. Et précisément ce silence me paraît être celui des corps blessés, dans la même idée qu'Élisabeth de Fontenay, donc la philosophe française, intitula son ouvrage sur l'animalité « Le silence des bêtes ». J'y reviendrai dans ma conclusion. Alors, comme introduction, j'aimerais partir de la philosophie, et plus précisément de Gilles Deleuze, qui en 1970 écrit un livre sur Spinoza, qui s'appelle Spinoza, philosophie pratique, et qu'il réédite ensuite en 1981, après ses cours à Paris sur Spinoza et la philosophie pratique, justement. Et durant ces cours, Deleuze distingue la morale de l'éthique. Et c'est à partir de cette distinction que j'aimerais bien développer mon argument qui va suivre. Alors, pour lui, la première, c'est-à-dire la morale, relèverait du jugement, de la réflexion, du raisonnement. Tandis que la seconde, donc l'éthique, émergerait du corps, ou plus précisément du rapport entre des corps différents. L'éthique, dit-il, et ça c'est Gilles Deleuze qui parle, est plus connue de nos jours sous le terme de l'éthologie. L'éthologie qu'il définit comme la science pratique des manières d'être. Alors, à partir de ça, on va essayer de voir comment cette distinction entre morale et éthique se rejoue dans le cinéma des frères Dardenne. Mais avant ça, on va peut-être encore préciser quelque peu cette distinction. Selon Deleuze, qui suit sa lecture de Spinoza, la morale appartiendrait aux moralistes, c'est-à-dire aux personnes qui évaluent les actions à l'aune d'une norme établie, dogmatique on va dire, celle par exemple du bien et du mal. Tu ne tueras point, le fameux commandement divin que tout le monde connaît, serait de cet ordre. Il énonce un jugement, un impératif moral, une sorte de proposition universelle indépassable. L'éthique, quant à elle, serait plutôt de l'ordre de la pratique. C'est dans l'action qu'émergerait un questionnement éthique. Alors dans l'éthique, il n'y aurait pas de bien ou de mal, ce qui n'empêche pas pour autant qu'on puisse parler d'un acte qui soit bon ou mauvais. On y reviendra. On ne dira donc jamais qu'une action est bonne ou mauvaise à partir d'une grille classificatoire générale, universelle, qui dirait ceci est bien, ceci est mal. Non, justement, dans l'éthique, le bon et le mauvais sont plutôt de l'ordre de la situation, du contexte, et appartiennent à ce que Spinoza appelle au domaine des affects. Affects, dont Spinoza distingue 2 grandes formes, on va dire, la joie et la tristesse. Donc, comme je le disais, l'éthique serait de l'ordre de l'action, de la pratique. Il n'en demeure pas moins, comme on peut le constater tous les jours, que certaines actions diminuent alors que d'autres accroissent nos puissances. Et le mot puissance, c'est un mot qui est récupéré donc, chez Spinoza et qui signifie une sorte de puissance de vie, une puissance d'agir. J'y reviendrai plus loin. Donc, la joie et la tristesse par exemple, seraient les 2 affects qui joueraient au sein de nos actions de tous les jours. La joie, nous dit Deleuze, qui encore lit Spinoza, la joie, c'est ce qui augmenterait nos puissances, pour le dire simplement, alors que la tristesse serait ce qui les diminue. Déjà ici, je vais peut-être faire un petit lien avec le cinéma des Dardenne. Il me semble, et on pourra en discuter après si vous voulez, il me semble que le cinéma des Dardenne, étant donné que je le positionne directement dans l'éthique, on va y venir plus profondément, se joue surtout dans des actions joyeuses. Le cinéma des Dardenne serait du côté de la joie spinoziste. Alors que pour prendre un contraste, pour peut-être mieux comprendre, si on prend le réalisateur qui va venir tout à l'heure, c'est-à-dire M. Lafosse, peut-être que son travail, qui est très proche par moment du cinéma des frères Dardenne, serait opposé justement d'un point de vue spinoziste, parce qu'il serait plutôt dans la tristesse. Chez Lafosse, on a des diminutions de puissance d'agir, alors que chez Dardenne, on a des augmentations de puissance d'agir. Il y a une espèce de miroir dans ces 2 cinémas belges qui se répondent l'un à l'autre de façon inversée.
Pour réinsister sur la différence entre éthique et morale, je vais prendre un exemple qui va peut-être vous paraître un peu trivial, mais qui va me permettre de construire le cheminement de ce qui va suivre. On dit souvent, et c'est un exemple éthologique, on dit souvent que pour éduquer un petit chien, un chiot, pour lui apprendre à faire ses besoins à l'extérieur, il faut lui mettre son nez dans ses excréments. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? En fait, on fabrique une loi morale, intimidante, quelque chose qui le surplombe, qui le punit sans rien comprendre. Il aura peur sans comprendre. Tandis que si on l'amène dehors, sans se fâcher, en le félicitant s'il poursuit ses besoins à l'extérieur, on entretient alors non plus une relation morale, mais une relation éthique. Pourquoi? Parce qu'on est précisément dans l'action, dans l'expérience. Expérience qui ici, du coup, signifierait la possibilité d'une compréhension entre des êtres d'espèces différentes. Donc, cet exemple peut paraître un peu vulgaire dans le sens étymologique du terme, mais c'est parce qu'il me semble, et c'est aussi une des thèses que j'aimerais bien ici, que la philosophie prend toute sa puissance conceptuelle, toute sa force motrice dans le quotidien, dans la réalité quotidienne, journalière. Elle n'est pas de l'ordre de l'abstraction, loin de tout ce qui nous touche, comme si elle était là dans les nuages, dans les idées. Non, elle est là au jour le jour, dans les corps, chez les chiens, chez nous, partout. Et c'est ce qui permet précisément de retomber sur mes pattes avec les Dardennes, parce que pour moi, les Dardennes, c'est précisément ça. Ils nous offrent des tranches de vie, ou plutôt on pourrait dire de façon plus pertinente peut-être des tranches de quotidien, de l'ordinaire précisément, où émerge l'extraordinaire. C'est ce que nous disait Luc Dardenne lors de la cérémonie d'ouverture, je pense, ou lors de sa discussion avec M. Lambros-Kouloubaritsis. C'était que, en fait, dans cette espèce de magma du quotidien, devait ressortir une fiction. Et cette fiction, c'est de l'ordre de l'extraordinaire, mais qui appartient malgré tout à cette espèce de terreau quotidien ordinaire. Et pour moi, cet extraordinaire, c'est la thèse ici, c'est la possibilité même d'une éthique. Ça, c'était par rapport à la joie et la tristesse. Alors, par rapport au cinéma de Fred Dardenne, il m'a semblé précisément que le cinéma de Dardenne jouait de façon sous-jacente de cette distinction entre morale et éthique, parce que précisément, leur cinéma n'est jamais moralisateur. Il ne porte jamais de jugement, mais suit, expérimente dans son sens propre, l'expérience donc de femmes et d'hommes pris dans des situations diverses. Et là, à nouveau, on sent la marque de la différence. La morale est hors situation, elle institue des principes éternels. L'éthique, elle, est toujours prise dans des situations, sur le terrain. Elle est littéralement terre à terre. Elle émerge littéralement de la matérialité. L'esthétique, par ailleurs, des Dardennes, si on parle un peu de la forme, est au plus près de cette conception-là. La caméra est au corps à corps, on voit très bien ces images de caméras qui bougent, qui sont proches des épaules, des nuques des personnages, de leur visage. Elle les trace littéralement, elle les filme, elle capture leurs faits et gestes qui se dévoilent donc devant l'objectif de la caméra, elle leur colle à la peau. Il n'y a pas d'écart de retrait panoramique possible, on n'a pas un point de vue de Sirius qui nous permettrait justement de juger d'un point de vue moral de ce qui se passe. Non, on n'échappe pas du tout à la matérialité des situations. Et encore plus, la caméra est toujours en léger retard sur l'action. Elle laisse la réalité, comme nous l'expliquait tout à l'heure Benoît Dervaux, il laisse se dévoiler devant lui la réalité qui se crée. Et il est toujours en retard. Et il fabrique évidemment ce retard, mais ce retard joue justement sur cette possibilité de laisser la réalité apparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la caméra ne sait pas ce qui va se dérouler. À l'instar de l'éthique qui ne sait pas, alors que la morale justement serait dans le savoir. Elle est en retard sur l'action, elle expérimente, il n'y a pas de destinée, de destin tout tracé. Les personnages sont en proie à une réalité brutale, matérielle, et en même temps, les Dardennes leur laissent la possibilité d'échapper à ce conditionnement sociétal, social, de sortir d'une sorte de désespoir. C'est pour ça qu'il est dans la joie, Spinoziste, me semble-t-il. Alors, maintenant on va rentrer dans deux exemples. Je vais commencer par, pour moi, qui sont les deux grands chefs-d'œuvre de la cinématographie des frères Dardenne. D'abord Rosetta, évidemment, par le Palme d'Or en 99, et qui, pour vous rappeler, raconte très brièvement l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son emploi et qui va tenter à tout prix, vraiment à tout prix, d'en récupérer un. Et je vais directement vous montrer une scène, plus ou moins au milieu du film. Rosetta est en train de pêcher des truites dans l'étang. Elle pense que le propriétaire du domaine où elle habite, c'est-à-dire du camping où elle habite, va arriver. Et finalement, c'est son nouvel ami qu'elle a rencontré un peu avant dans le film, qui s'appelle Riquet, son seul ami a priori.
Et ce qui est important à savoir, c'est que, donc, comme je disais, Rosetta n'a plus d'emploi. Elle vient d'en perdre un, juste là, enfin un peu avant, elle vient d'en perdre un que Riquet justement lui avait trouvé parce qu'il travaille dans une baraque à gaufres. Et finalement, ils n'avaient plus besoin de Rosetta dans la baraque à gaufres, et du coup, il n'y a plus que Riquet qui y travaille. Et Riquet vient la voir pour lui demander, pour lui proposer de lui prêter de l'argent, etc. C'est important de savoir ça parce qu'on va voir une scène d'hésitation. Et dans cette hésitation, il y a précisément l'hésitation de le laisser mourir dans l'eau pour récupérer son job. On va regarder l'extrait. Je glissais. Voilà. Donc, dans cette scène, on observe, comme vous avez pu le voir, une hésitation. Et c'est l'hésitation de Rosetta face à Riquet qui est en train de se noyer. Donc, comme je le disais, si elle le laisse mourir, elle récupère son travail. Et en même temps, il y a en elle comme une impossibilité de tuer, je ne sais pas l'appeler autrement, qui est de l'ordre précisément du corps. Et, me semble-t-il, c'est la première scène dans Rosetta où il y a ce que j'appellerais l'émergence d'une éthique éthologique. Alors, ce qui est très grave ici, dans ce constat posé par les frères Dardenne, c'est que c'est le corps individuel de Rosetta qui la pousse à sauver Riquet. Il ne s'agit pas d'un impératif, d'une morale qui la surplomberait. Ça vient du corps. Et si on peut trouver une morale ici, elle serait plutôt presque à l'opposé. La morale ici serait plutôt celle de la société, et qui la pousserait à faire l'inverse, justement, à tuer Riquet. Ce serait la morale sociétale, capitaliste, méritocratique, individualiste, qui la pousse à laisser Riquet se noyer. Et plutôt que morale, parce que morale a cette connotation parfois théologique, on pourrait parler d'exigence. Exigence de notre société ultralibérale, que nous connaissons ici tous bien, et qu'on pourrait paraphraser comme ceci. Tu travailleras et tu gagneras toi-même ton pain, tu es le seul responsable de ton malheur individuel. Et c'est ce que Rosetta n'arrête pas de se redire pendant le film. Ici, Rosetta
se considère comme la seule responsable de ses conditions d'existence, c'est ce que la société lui dit, c'est ce que la société lui a appris, à tel point qu'elle ne veut pas d'aide ni de Riquet qui lui propose son aide, ni de quiconque. Elle ne veut pas être ce qu'on appelle péjorativement dans nos sociétés, et qu'on entend très souvent dans le monde politique, elle ne veut pas être une assistée. Elle doit se battre seule, comme le revendiquent les soi-disant très beaux principes de notre société, qu'évidemment les frères Dardenne critiquent à travers cette scène et à travers, on peut dire, toute leur filmographie. Si, comme le dit Luc Dardenne, comme il l'a répété souvent, il n'y a plus de Dieu, on est dans un monde sans Dieu ici. Il y a un autre constat, encore plus pessimiste, c'est qu'il n'y a plus de société. Elle est complètement absente. Ou plutôt, on pourrait la retrouver dans une construction. C'est-à-dire, si société il y a, elle est dans la reconstruction possible entre des corps, entre des individus, entre des corps précisément blessés par la société, par cette société elle-même. Et ce qui est très sournois là-dedans, c'est que cette morale, cette exigence capitaliste, joue sur une des puissances élémentaires du corps de Rosetta ici en l'occurrence, sur ce que Spinoza appellerait son conatus, c'est-à-dire cet effort de persévérer dans son être, qui, selon Spinoza, serait le propre de tout étant, et a fortiori de toute vie. Il y a en fait une égalité ontologique entre tous les êtres chez Spinoza, quel que soit, qu'on soit un animal, un gobelet, ou un arbre, ou un être humain. Cette égalité ontologique, elle nous permet ici de peut-être appréhender mieux cette séquence. Ici, on a ce conatus, cet effort de persévérer dans son être qui apparaît, mais qui est repris, si vous voulez, de façon complètement métamorphosée et transformée par cet impératif sociétal qui vient lui dire laisse-le mourir, comme ça tu auras ton job et enfin tu seras quelqu'un. Ce qu'elle rêve d'être, elle n'arrête pas de vouloir être quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la société qui lui impose ce modèle. Il n'est pas naturel, il est fabriqué à dessein. Et la société, comme je viens de dire, le récupère et le transforme en morale individualiste. Donc, on pourrait résumer cette scène en disant qu'il y a comme deux forces antagonistes, deux vecteurs qui vont dans des sens opposés. Si on intellectualisait, on dirait je dois le sauver, pour survivre, je dois le tuer. Évidemment, on comprend bien que ce n'est pas du tout intellectualisé ici, parce que le conflit se joue, comme vous l'avez vu, dans le corps. Elle s'enfouit, elle s'écarte, elle essaie de ne plus entendre. En fait, on pourrait même dire qu'elle aimerait à ce moment-ci ne plus être un corps. Elle aimerait ne plus avoir cette sensibilité de son corps. Elle aimerait rejoindre cette abstraction morale où il n'y a plus besoin, entre guillemets, d'expérience réflexive. Alors, on va passer à un autre extrait. C'est la toute fin du film, juste après, c'est le générique. Ici, elle a dénoncé Riquet qui était occupé de voler un peu on va dire, pour le dire facilement, il vole dans la caisse de la baraque à gaufres, et il le dit un jour à Rosetta, et elle va le dénoncer pour récupérer son job. Et ensuite, juste avant cette scène, elle essaye de se suicider avec sa mère alcoolique qui est dans la caravane, et un peu ironiquement, la bonbonne de gaz est vide. Et du coup, elle doit ramener la bonbonne de gaz et aller en racheter une. Et là, elle récupère une bonbonne de gaz qu'elle va ramener pour continuer son suicide. On va voir comment on peut arriver la joie là-dedans.
Voilà, le film termine donc sur ce superbe plan de visage qui dit beaucoup, qui exprime beaucoup, d'une puissance assez incroyable. On peut difficilement mieux décrire cette séquence que ce qu'on vient de voir. C'est ce corps là de Riquet sur sa mobilette, ce tout physique, sonorement très désagréable, qui énerve, qui vient pousser littéralement Rosetta à bout, qui la retire en fait, on pourrait dire, de sa destinée morale, pour la faire entrer précisément dans le domaine de l'éthique, où les situations prennent le dessus sur les jugements impératifs. Elle tombe, mais cette chute est évidemment synonyme d'une élévation en fait, d'un gain de puissance. Elle tombe, entre guillemets, de son somnambulisme sociétal, et elle pleure. Le corps soudain se met à s'exprimer, sort de son insupportable mutisme qu'on a vu tout au long du film. Il est toujours muette dans ce film. Elle refuse de s'exprimer, de faire ressentir ses émotions. Elle sort de son individualisme en fait. Elle accepte les mains de Riquet. Elle signifie soudain. En fait, elle se laisse littéralement signifier. Et se laisser signifier, ça signifie ici accepter d'entrer en communauté. Elle fait paradoxalement le choix en fait de la joie, une joie spinoziste évidemment. Elle fait le choix d'une joie. C'est une fin profondément joyeuse. Et c'est pas pour rien que la caméra suit les mains de Riquet. On reste sur les mains, on ne repasse pas directement sur le visage, on suit les mains de Riquet qui la soulève, parce qu'en fait on a une main tendue vers la communauté. Riquet, comme le disait tout à l'heure Benoît Dervaux, c'était l'ange. Et en fait, c'est aussi celui qui tend la main, celui qui vient aider, qui permet à Rosetta de sortir de son individualisme pour se permettre de construire un monde commun. Et pendant tout le film, jusqu'à ce moment-là, et la petite incursion dans la scène que je vous ai montrée, elle était aveuglée par cette abstraction morale du capitalisme, de notre société ultralibérale, qui imposait en fait à son corps un certain nombre de choix. Et comme le dit en fait Luc Dardenne, c'est le parcours d'une petite soldate du capitalisme, qui finit par prendre conscience, et conscience c'est un mauvais terme, qui finit par prendre conscience physiologiquement de la réalité. Donc une prise de conscience corporelle, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Elle n'est pas en train de réfléchir, elle n'est pas couchée, assise. Non, précisément, elle marche avec ce fardeau, cette bonbonne de gaz qui, à la fois, est devenue le symbole de ce qui va la tuer, c'est-à-dire donc le respect aveugle envers cet impératif de la société qui lui demande d'être quelqu'un. Et elle tombe parce que son corps ne le supporte plus. Elle ne supporte plus cette pression de la société. Et en même temps, la bonbonne, paradoxalement, est ce qui la sauve. Parce qu'elle est vide dans un premier temps, et donc elle doit aller en chercher une autre, et parce qu'elle est trop lourde dans un second, et qu'elle tombe avec. Et donc, c'est ce qui me fait dire que c'est de la blessure, c'est précisément de la blessure infligée par la société qu'émerge la possibilité d'une délivrance, d'en sortir, d'un espoir. On est dans quelque chose de physique, vous l'aurez compris, pas du tout symbolique, même si j'utilise des symboles, mais ces symboles sont ancrés physiquement. Elle pleure, elle a mal, elle ne supporte plus. Le social ici n'est pas extérieur, abstrait, il est là, précisément en nous. Alors, je vais passer à l'autre grand film des frères selon moi, qui est Le Fils. Ici, il me semble que l'idée d'une éthique éthologie, une éthologie en fait, est très très présente. On a affaire, pour rappel, à Olivier, incarné par Olivier Gourmet, qui, on l'apprendra plus tard dans le film, a perdu son fils. Il est formateur en menuiserie dans un centre de réinsertion sociale, et il tombera par hasard sur Francis, qui est en fait le meurtrier de son fils, on va l'apprendre. Et on comprend déjà, c'est ça l'histoire du film. L'histoire du film pose la question de la possibilité d'un monde commun. C'est déjà là, rien que pour ça, c'est déjà un film profondément éthologique, me semble-t-il. Il se demande comment vivre ensemble, comment peut-on vivre ensemble après ce qui s'est passé. Et, c'est mon avis, c'est la question sous-jacente qui sert de base, selon moi, à la science éthologique. Comment vivre ensemble, comment construire ensemble des mondes communs. On pourrait dire que les éthologues seraient des apprentis constructeurs de mondes communs. Et on comprend que pour construire un monde commun, tout le monde le comprend, il faut apprendre à connaître l'autre. Il faut prendre le risque de la rencontre, de rencontrer l'autre. Et c'est le risque d'une confrontation. Et c'est le risque qui est expérimenté dans ce film. Et évidemment, qui dit risque, veut dire que rien n'est fait. Qu'il y a toujours le risque, précisément, que tout échoue. Que le processus de confrontation se transforme en un processus de violence. À tout moment, ça peut tomber dans la confrontation, dans la tristesse, dans un échec total, dans la diminution des puissances, par exemple. Et paradoxalement, c'est impossible de tenter de construire un monde commun sans prendre ce risque. Et on s'en rend compte, me semble-t-il, tous les jours dans notre société actuelle. D'une certaine manière, c'est politique, mais politique dans le sens d'une politique diplomatique, parce que c'est de l'ordre de la relation que tout se joue ici, de la manière dont on tente de maintenir ou de tuer une relation particulière,
intrinsèquement, la relation qui est intrinsèquement liée à la manière dont on se comporte, à notre manière d'être, donc à nos mœurs, à nos comportements, donc une forme d'éthologie. Je vais directement vous montrer un extrait, c'est le tout début du film, pour voir déjà comment l'esthétique joue, comment l'esthétique des Ardennes joue de tout cela. C'est le tout début du film.